Et pour l'instant, on veut savoir quel a été ton parcours scolaire à La Réunion ou ici, par exemple. Admettons, je suis ton client et je viens te voir parce que j'ai besoin d'améliorer mes finances. Là, ma question, c'est ton top 5 de crypto actuellement. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur le réseau. Le réseau, c'est le podcast qui promouvoit l'intelligence collective. Alors, moi, c'est Freddy de Borsalino. Je suis accompagné de Kevin Sitaya. On va plonger un peu dans le parcours professionnel de Kevin, dans sa vie privée, pour savoir quelles sont les valeurs qu'il a acquises durant tout son parcours jusqu'à aujourd'hui, et aussi connaître ses expériences et qu'est-ce qu'il peut nous partager qui sera utile dans nos vies et dans vos vies à vous. Alors, Kevin, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, merci à toi Freddy et Richard pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager mon expérience avec vous. C'est un honneur pour moi. Ben, ça fait plaisir de te recevoir aussi, Kevin. Puis, ça fait un moment qu'on se connaît, je pense, Effectivement. plus de 2-3 ans, hein? 2-3 ans, effectivement. Ouais. On s'est connus par l'intermédiaire de ton frère, Oui. Fred. C'est vrai. On a joué à FIFA, puis on a partagé beaucoup de moments. Exact. Puis là, je suis content de te recevoir sur notre plateau encore. On va aller donc te faire découvrir qu'est-ce que le réseau, mais aussi il faut que nos auditeurs sachent qui es-tu. Donc, peux-tu te présenter, s'il te plaît, à notre public? Donc, je m'appelle Kevin Sitaya. Je viens de l'île de la Réunion, une petite île française à 20 000 km d'ici, vraiment proche de Madagascar. Ça fait environ 7 ans que je suis au Québec, donc principalement à Rimouski, puis depuis quelques années à Québec. Puis actuellement, je suis chef d'équipe dans une gestion financière. Waouh! 20 000 kilomètres. Effectivement, ça fait long, hein. C'est combien d'heures de vol, ça? À 20 heures d'avion, si on compte pas les escales. Oula! Avec les escales, ça peut varier entre 28 à 36 heures, donc presque une journée et demie, enfin une journée et demie, 2 jours pour s'y rendre. Puis là, on inclut le décalage horaire qui est plus 9 heures. Wow. Donc, c'est sûr, tu passes 2 jours en voyage. Donc, tu vas pas aller une fin de semaine. Là. Ben, c'est clairement que tu peux pas aller les fins de semaine. Mais depuis que tu es ici, tu es déjà retourné? Oui, je suis retourné 3 fois. Donc, puis mes parents aussi sont venus déjà aussi 2 fois. Ben oui. Mais ils ont trouvé ça long quand même. C'est ça. Wow. Les parents, avec le temps, puis la distance, tout ça vraiment long, Ok. le voyage. Ça veut dire que t'as pas le mal de l'avion, là. T'as pas le mal. Non. Un grand voyageur dans l'âme. Mes parents aussi, c'est des grands voyageurs. Donc, je dirais, on a déjà fait pas mal de pays, pas mal de continents. Donc, on est habitué au décalage horaire, tout ça. Donc. Ok. Mais il a dit pas mal de pays, pas mal de continents. On va plonger dedans un peu plus tard. Puis, pour l'instant, on veut savoir quel a été ton parcours scolaire à La Réunion ou ici, par exemple. Donc, j'ai fait un baccalauréat donc en économie et sociale. Oui. Donc, c'est l'équivalent comme d'une technique ou un pré-universitaire donc, au Québec. Un bac ES. Bac ES, effectivement. Ouais, je vois. Donc, puis après le bac, je suis venu directement donc, à Rimouski, donc au cégep de Rimouski. Donc, j'ai fait une technique en comptabilité et gestion. Ok. Puis actuellement, donc, je suis à l'université à temps partiel en administration des affaires en sciences comptables. Donc, wow. Ouais. Donc là, ES, tu savais déjà où tu allais te rendre, t'es allé, baccalauréat, économie, tout ça. Exact, c'est wow. L'amour des chiffres m'ont mené dans cette voie-là. Mais est-ce que ça a toujours été le métier que tu voulais faire ou bien l'orientation que tu voulais suivre? Toujours, je te dirais, depuis étant jeune, c'était soit expert comptable ou tout ce qui est vraiment finance. Ou, ah ouais? Oui. Mais c'est quoi qui t'a influencé par rapport à les parents ou... L'argent. Ok. Je ne vais pas vous cacher, c'est vraiment l'argent. J'aime ça manipuler l'argent, savoir comment ça fonctionne, où est-ce que ça en va, c'est quoi les impacts. Donc, je te dirais, c'est pour ça que je suis en sciences comptables. C'est vraiment pour faire parler les chiffres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tel compte-là ou telle variation. Donc, c'est vraiment l'amour des chiffres qui me mène à faire ce parcours. Est-ce que, par hasard, dans ton enfance, tu as essayé de vendre de la limonade? Non. Non. Ça, c'est un gros cliché. Je sais que c'est un gros cliché, surtout en Amérique. Hein. Mais je voulais quand même savoir parce que tu as dit l'argent et tout. Moi, je sais que l'argent, je m'en foutais. Je voulais être médecin, je voulais sauver des vies. Mais c'est sûr que maintenant, quand tu me dis tu veux travailler pour quoi? L'argent. Je travaille pas uniquement pour l'argent. Je fais travailler l'argent. C'est ça qui m'intéresse aussi. Il fait travailler l'argent. Là, tu viens de cliquer quelque chose dans ma tête. Oh, moi, je vais l'embêter, Kevin. Mais en tout cas,
Là, tu m'as dit, tu fais un baccalauréat en gestion comptable et tout, mais qu'est-ce que tu fais exactement comme métier? Actuellement, donc, Oui, je suis chef d'équipe donc, pour une institution financière. Ça fait environ 1 an que je fais ce métier-là. ok. Auparavant, j'étais conseiller, donc j'ai été Mhm, 4 ans conseiller. Donc j'ai été conseiller vraiment multi-segment, multi-clientèle. Puis mhm, dans les dernières années, je me suis spécialisé dans la clientèle nouveaux arrivants. ok. Donc je connais très bien, moi-même en tant que nouveau arrivant, mais je connais la situation, donc les aider, les accompagner Mais oui, dans leur intégration, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis ça m'a permis de découvrir aussi plusieurs cultures. oui, Donc, on est à Québec, puis des fois on parle, OK, il y a des étudiants africains, oui, mais il y a pas juste ça. non. Donc, oui, il y a Sénégalais, Ivoiriens, Congolais Ouais, ici, ouais, ouais. mais je dirais des pays comme Brésil, Chine, Mhm. euh, De tous les horizons. exactement. Donc, là, il faut s'adapter. Tu vois que la culture est vraiment différente. Oui, Donc, ta culture est différente, la culture de Québec est différente, puis sa culture est différente. oui. Donc, tu essaies de faire un petit mix pour qu'ils comprennent vraiment comment ça Comment fonctionne. ça fonctionne? La vie, soit financière ou Mhm. étudiante, ici à Québec. Ben, c'est bon, t'aimes déjà voyager, puis dans ton travail, tu voyages aussi parce que tu as dit tu découvres des cultures. Exact. Ça, c'est super. Mais oui, c'est un beau combiné de tout ça. Donc, on apprend toujours. Puis même, je dirais, je m'intéresse aussi aux personnes. Donc, savoir, OK, c'est quoi ton plat préféré de ton pays? Puis moi, je suis curieux, puis je vais savoir c'est quoi. Je vais googler, puis je regarde, OK, c'est ça. Ok. Donc, ça permet de créer aussi des liens, puis Mais mettre en oui, confiance les personnes. Donc, on n'est pas juste là, je dirais, pour parler d'un produit financier, ouvrir le non. compte, mais c'est aussi rassurer la personne qui est là depuis, par exemple, une journée, une demi-journée. Ça arrive que les gens arrivent la veille, ils Mhm, ont un rendez-vous avec nous, mhm. puis là, t'es comme pas mal la première personne à qui ils se confient. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve d'écoute puis d'empathie. Intéressant. Du coup, si on devait résumer tout ça, brièvement en 3 mots, Ouais. ton métier, c'est quoi? Si je résume mon métier actuel, je dirais l'écoute, la patience, puis gérer les attentes. Ok. Je dirais, tu m'as dit 3 mots, je dis pas plus. Écoute, patience, gestion des attentes. Exact. C'est super, c'est super. Du coup, là, il y a une autre question qui me vient en tête. Oui, C'est, aujourd'hui, tu es chef d'équipe. oui. Mais avant d'être chef d'équipe, comment tu as fait pour y arriver? C'était quoi le parcours que tu as suivi, genre quand tu es rentré en tant que nouvel employé dans l'institution financière? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Je te dirais, moi-même, j'ai développé mes compétences de base, comprendre le fonctionnement. Puis je te dirais, ce qui m'a emmené vraiment au chef d'équipe, c'est vu qu'à un moment donné, j'étais rendu le plus ancien Mhm, de l'équipe où j'étais. mhm, Puis ça m'a permis de faire un petit peu du mentorat avec mes collègues. Donc, mhm, les épauler, les nouveaux employés, je les ai mhm, accompagnés. J'ai fait leurs intégrations. J'étais là vraiment en soutien mhm. dans leur début, dans leur apprentissage. Puis c'est là que j'ai fait un clic. Puis je suis ah, j'aime quand même ça. Puis ma gestionnaire, mon ancienne gestionnaire Mhm, était vraiment très ouverte, donc elle mhm. m'impliquait aussi dans des tâches de gestion. Donc Nice. grâce à elle, j'ai pu faire des entrevues, assister à des rencontres de coaching, pas juste vraiment entre collègues, mais vraiment des Ouais, séances de coaching, vraiment d'apprentissage ok, complet. intéressant. Mais ma question, c'était pour savoir comment tu as gravi les échelons, par exemple. C'était quoi le poste d'entrée, puis qui t'a amené jusqu'à chef d'équipe? Tu vois OK. ce que je veux Le dire? Ouais, le parcours, parcours OK. professionnel, vraiment. Donc ça, j'ai été conseiller téléphonique au début. Puis Ok. donc, je faisais des appels Ah de ouais? sollicitation, d'accompagnement Ok, par téléphone. J'ai été conseiller par la suite en succursale. ok, Donc, ça, je te dirais, c'était à Rimouski. Je suis resté environ 1 an et demi. Donc, à ce poste-là, j'ai vraiment rencontré des clientèles je dirais, de 1 an à hmm. 99 ans. Donc, Wow. c'était tout le monde. Donc, tu apprends vraiment là-dessus Oui. je dirais, à parler, à discuter avec différents profils de personnes, tu sais, genre vraiment travailler ton approche. Mhm, Puis par la suite, ça, j'ai été conseiller nouveaux arrivants pendant 2 ans. mhm. Puis c'est là que tu as déjà travaillé ton approche, mais là, non, faut que tu travailles le langage parce Le qu'ils ne parlent pas langage. forcément C'est français ni ça. anglais. Ben oui. Donc, tu es toujours en train de t'adapter. Puis c'est ça qui est beau aussi dans ce métier-là, parce que chaque personne est vraiment un cas à part. Ben c'est ça que je me dis. Depuis, tu me disais, il y a plein de cultures qui arrivent et tout. Je me disais, mais est-ce que tu as déjà eu besoin d'un interprète? Interprète, je dirais,
c'est un intermède plus ou moins, je te dirais. Plus ou moins. Par exemple, il y a des personnes qui parlent ni français ni anglais. Oui. Ben, c'est généralement des des travailleurs étrangers. Puis Oui. ils arrivent avec une personne de l'entreprise. Donc ça peut être un conseiller RH, puis là, il explique vraiment brièvement. OK. Mais je te dirais pas durant toute la rencontre, c'est juste vraiment sur certains petits points clés. Oh, nice. OK, all right. Sinon, ça, l'interprète, c'est Google Traduction. Là, t'es en train d'ouvrir un compte, puis le gars, il te dit Konnichiwa, tu sais pas ça veut dire quoi. Donc, ok, je vois. Intéressant, intéressant. Mais tu vois, là, on a parlé un peu des défis auxquels tu as fait face par rapport aux barrières culturelles. Mais est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as eu à relever, plutôt, quand tu étais, par exemple, au centre d'appel ou peu importe, tous les postes que tu as passés, c'est quoi les plus gros défis qui t'ont marqué d'enfant? Que tu te sens fier de dire que oui, moi, j'ai pu relever ce défi-là, puis ça t'a fait grandir en tant que personne. C'est sûr que c'est plus des défis personnels, mais je te dirais, par exemple, mon poste au niveau de conseiller téléphonique, sans vous mentir, je déteste le téléphone. Je déteste le téléphone, c'est incroyable. Okay. J'ai essayé ça au bout. Oui. Je te dirais, le fait d'avoir embarqué là-dedans, oui. Tu sais, genre, c'est quand même un peu un défi en tant que tel de, OK, on va se pousser, puis à un moment donné, ben, il faut que tu te bouges. C'est ça. Puis, je te dirais, ça m'a permis de pratiquer, me rendre plus, je te dirais, à l'aise. Plus à l'aise. Être plus calme aussi dans les conversations téléphoniques. OK. Sinon, ça, moi, je suis vraiment quelqu'un de très cartésien, donc qui va direct du point A au point B. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de chier autour de là. C'était trop direct. OK. Donc, ça m'a permis aussi de travailler sur ce point-là, donc de vraiment mettre les gens en confiance. Ouais, puis... savoir donner des indications comme il faut, puis prendre ton temps, OK. Mais en tant que chef d'équipe, c'est quoi les gros défis? En tant que chef d'équipe, je te dirais, c'est ce que tu comprends, ce qui est pour toi évident n'est pas forcément pour l'autre. Donc, même des fois, c'est des choses simples ou qui peuvent être des choses plus complexes. Il faut vraiment que, OK, on s'assure que l'autre personne a compris la même façon ou possède la même vision que l'organisation. Nice. Puis, ça me rappelle un peu, il y a des similitudes là où je travaille aussi. Je travaille dans une entreprise pharmaceutique. Puis, je pense que ce point que tu viens de soulever, c'est un défi pour tout le monde parce que chez moi, il y a aussi de toutes les nationalités. Brésiliens, Colombiens. Tu peux être avec un chef d'équipe qui a l'habitude de parler espagnol, puis il connaît pas nos expressions, tu vois. Donc, j'ai l'impression que l'entreprise a mis en place une culture pour pouvoir justement faciliter ces échanges, essayer de faire en sorte que l'information soit uniformisée pour que chacun comprenne. Est-ce que c'est la même chose chez vous aussi? Oui, effectivement. Donc, ça fait partie un peu de nos objectifs. Donc, vraiment, comme de parler avec des mots, pas des abréviations, pas des expressions. Il faut que ce soit vraiment compris par quelqu'un, par exemple, qui a jamais été dans les finances. Donc, c'est vraiment vulgariser. Vulgariser, oui. Les termes, puis c'est ça. OK. Ça c'est super, c'est super. Parce que je me rends compte qu'en effet, c'est des méthodes vraiment utilisées par les grandes entreprises pour faciliter le fonctionnement. Puis ça aussi, c'est une leçon qu'on peut transmettre aux gens, ceux qui veulent lancer leur entreprise. La culture d'entreprise, c'est très important. Il faut mettre en place des objectifs, des méthodes pour faciliter la communication. Kevin, moi, je veux savoir, quand tu es rentré dans ce domaine, c'était quoi la force sur laquelle tu te basais, la qualité sur laquelle tu pouvais t'appuyer pour bien faire ton travail? Est-ce que tu parles du poste de conseiller ou de chef d'équipe? Tout le long dans ta carrière professionnelle. Je dirais que ça serait l'ouverture. Puis je te dirais l'ouverture puis l'écoute. Puis tu verras par mon profil aussi. Donc nous, on vient d'une petite île. Le fait de quitter pour aller vraiment à l'autre bout du monde, il faut faire preuve d'ouverture. Tu ne peux pas t'attendre à avoir la même culture, la même mentalité d'un pays à un autre. Donc, je dirais ça a permis aussi de l'avancement, en fait, dans ma carrière, le fait d'écouter, de toujours continuer à apprendre, OK, je comprends ce que tu veux dire, puis je vais travailler sur ces points-là, A, B. De toute façon, on travaille juste dans l'amélioration, donc je connais pas quelqu'un qui travaille pour reculer, donc non. On est toujours dans l'amélioration. OK, c'est super, c'est super. Donc là, on va plonger un peu plus précisément dans ce que fait un conseiller financier. Oui. Donc, je voulais savoir, par exemple, admettons, je suis ton client
et je viens te voir parce que j'ai besoin d'améliorer mes finances. Oui. Quels sont les points que tu veux aborder avec moi, par exemple? Oui, je te dirais, il y a vraiment comme 3 piliers. Donc, on va voir le pilier vraiment épargne, le pilier crédit, puis le pilier assurance. Donc, je te dirais, au niveau épargne, ben, on va comme regarder un petit peu donc, au niveau salaire, au niveau budget. Donc, on va faire un budget avec toi, savoir ben, comment ça se passe. Est-ce que tu es en mesure justement d'épargner ou est-ce que justement tu as comme besoin d'un financement? Ça dépend vraiment de ta situation. Est-ce que tu es 100% aux études? Est-ce que tu travailles un petit peu? Ça dépend vraiment comme du cas. Puis imaginons que tu as comme un surplus à dégager durant... tu as un surplus à dégager avec tes revenus. Ben, c'est là qu'on peut mettre en place, par exemple, un plan d'épargne. Donc, savoir, ben, est-ce qu'on va s'orienter plus vers du CELI, du REER, du non enregistré? Quel type de régime est comme plus adapté à toi? OK. Puis, imaginons que justement, là, tu as un déficit. Ben, on peut comme regarder dans ton budget, OK, quelle dépense, selon toi, prend beaucoup de place? Est-ce que c'est une dépense essentielle? Je dirais, il y a beaucoup de dépenses, des fois, c'est un petit peu plus futile. Donc, on peut comme plus couper... Abonnement Netflix. Abonnement Netflix, effectivement. OK. Donc, il y a plusieurs petites choses que des fois, on dit, ben, c'est juste 5-10 pièces, 5-10 pièces, 20 pièces par mois, puis on profite pas forcément à 100% de ces services-là. Donc, parfois, on peut comme les couper donc, pour s'ajuster dans le budget. Et ça, est-ce que c'est la responsabilité du client d'aller voir son conseiller financier pour lui demander ça? Ou toi, intuitivement, tu proposes toujours à tes clients? Je dirais les deux. Donc, je te dirais si tu ressens le besoin, bien c'est sûr, nous, ça nous fait plaisir t'accueillir. Oui. Mais imaginons que nous, on peut détecter aussi des opportunités pour toi, en fait. Imaginons qu'on voit que justement ton compte est souvent dans le négatif. Là, on peut comme t'appeler, OK, Freddy, est-ce que ça va? Comment ça se passe avec tes finances? Ah ouais? Est-ce que tu aimerais ça qu'on regarde avec toi? Effectivement. OK. Donc, oui, il y a comme des petites aléas, des petits paramètres qui sont en place pour te dire, OK, est-ce que cette personne-là a besoin d'aide? Est-ce que c'est plus une situation temporaire? Donc, nous, on veut valider avec toi, est-ce que c'est une situation temporaire ou si c'est une situation récurrente? C'est là qu'on peut mettre comme les actions en place pour t'accompagner. Nice, nice, intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'épargne. Je sais que les deux autres piliers sont très importants. Effectivement, oui. Mais avant qu'on plonge dans l'épargne, tu peux me parler des deux autres piliers? Oui, donc c'est ça comme je te disais, donc si le budget, donc lui, il est déficitaire, Oui. donc on va comme revoir donc ton budget, s'il y a quelque chose qu'on peut couper, si à ce moment-là on peut pas couper, puis on va voir donc au niveau des solutions de financement. Donc en tant qu'étudiant, donc tu pourrais avoir un prix consommation, une marge de crédit, on pourrait même t'orienter vers un prix étudiant. Donc ça dépend vraiment de ta situation à ce moment-là. Puis ton revenu, donc on pourrait te qualifier sur certaines choses. Je dirais tout ce module un peu dans ton budget. Et dans les assurances, par exemple, c'est quoi le conseil le plus important? C'est quoi l'assurance? Assurance vie, assurance invalidité, tu vois? Ouais, je dirais l'assurance, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais qui a comme une très grande importance. Je te dirais, ça arrive pas juste aux autres. Donc oui, souvent on dit, je suis jeune, je suis pas prêt de mourir. J'imagine que vous êtes pas prêt de mourir. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, je vous dirais, on est couvert. Donc, la vie est vraiment comme un petit peu, comment dire ça? C'est variable. Surprenant. C'est ça, surprenant. Donc, je te dirais, ça peut être au niveau de l'assurance vie, mais ça peut être aussi au niveau de l'assurance locataire. Donc, je te dirais, 44% des Québécois sont pas couverts d'assurance habitation. Donc, ça peut être un dégât d'eau, vous brisez quelque chose chez quelqu'un. Donc, c'est couvert donc par l'assurance, effectivement. Oh, nice. Écoute, moi, je suis content d'avoir une couverture d'assurance. Oui, c'est important. Locataire parce que j'ai eu un dégât d'eau, puis je t'avoue que ça m'a sauvé. Donc, je pense que de là, je suis quand même bien éduqué. J'ai vu c'était quoi les potentielles conséquences, puis le produit est quand même très important. Donc, prenez vos assurances comme il se doit. Renseignez-vous bien auprès de votre conseiller, puis c'est très important. Du coup, au niveau de l'épargne, moi j'ai une question particulière. L'épargne est précurseur de l'investissement ou c'est totalement différent, c'est au cas par cas? Je dirais, moi, gérer vraiment du cas par cas. Je dirais,
Oui, on peut mettre comme des petits groupes, mais c'est vraiment du cas par cas. Chacun a vraiment comme sa capacité, ses besoins, son revenu. Donc, ton revenu, son revenu, mon revenu, ça va être tout le temps différent. Puis, donc, c'est pour ça que moi, j'y vais vraiment comme du cas par cas. OK. Mais je te dirais, justement, avec le budget, ça peut te donner une belle vision de savoir, OK, ben, est-ce que je suis capable de mettre tant, est-ce que c'est réaliste? Parce que des fois, on se dit, OK, ben, j'aimerais ça épargner 600 pièces par mois, mais on fait pas de budget. Oui. Parce que oui, tu vas le mettre de côté, mais si tu le repiges ça. à chaque semaine ou 2 semaines dedans, ça marche pas vraiment. Donc, le but, c'est de se mettre, c'est vraiment comme le planifier, savoir, OK, c'est quoi ma capacité? Oui. Puis se mettre un objectif. OK. Donc, tu me dis, OK, tu me dis, Kevin, OK, dans 2 ans, j'aimerais ça m'acheter, un nouveau véhicule, une maison. Ça me prend quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais viens nous rencontrer, ben nous, on va regarder ça avec toi. Magnifique. Puis, pour rebondir maintenant sur l'investissement, c'est quoi selon toi, les investissements qui sont très profitables? Mettons que je suis un jeune travailleur, je sors des études, oui. Puis j'ai quand même un bon salaire capable d'épargner, on va dire 200 pièces chaque mois. OK. Quelle avenue d'épargne me conseillerais-tu, par exemple? OK. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va parler des régimes enregistrés. Puis on va parler vraiment des types de placements. Donc, c'est pas la même chose. Donc, les régimes enregistrés, en fait, c'est des règles fiscales au niveau des intérêts, des gains en capital de l'impôt. Donc, on va avoir donc le CELI, donc le compte épargne libre d'impôt. Donc, comme son nom l'indique, donc tous les revenus, tous les gains que tu vas faire dans ce compte-là, ben, il n'y aura pas d'impôt à payer. OK. Ouais. Lui, il y a comme une petite limitation par contre. Donc, c'est le gouvernement qui va comme l'indiquer. OK. C'est à chaque année. Donc, par exemple, les précédentes années, c'était 6 500, on pouvait cotiser ce montant-là. Oui. Puis, de l'autre côté, on a le REA, donc régime enregistré épargne retraite. Comme son l'indique, donc, c'est pour la retraite. Lui, dès qu'on cotise à l'intérieur, on vient réduire notre revenu imposable. Ça a quand même un papier avantage. Donc, lorsqu'on qu'on travaille à temps plein. Ça veut dire quoi, ça? Donc, imaginons que tu travailles, tu gagnes 70 000 $ l'année. OK. Tu cotises, je passe 5 000 $ dans ton REER. Oui. Mais finalement, au niveau de l'impôt, tu déclares plus 70, mais tu déclares 65. OK. Donc, ça te permet d'avoir des économies d'impôt, donc venir récupérer ce que tu as déjà payé en plus ou réduire ta facture fiscale, effectivement. Et là, il n'y a pas de limite dans ce que tu mets dans le REER? Et si, par contre, il y a une petite limite, c'est 18% de ton revenu imposable. Imposable. OK. De l'année précédente. De l'année précédente. Exact. All right, OK. Moi, j'ai fait mes petites recherches aussi. Oui. Puis, je comprenais justement pas c'est quoi REER, CELI. Mais ça, c'est vraiment de l'épargne. C'est pas quelque chose qui va te donner un revenu en plus. Non, effectivement, c'est pas, je te dirais, c'est pas un revenu quand tu commences dans la vie. Oui, tu vas faire comme des intérêts, mais tu vas pas vivre de ces intérêts-là. Non. Okay. À part si tu me dis que tu souhaites placer 100 000 à chaque semaine ou chaque 2 semaines, effectivement, oui. Okay. Mais je te dirais, à court terme, non. Je te dirais, c'est plus un moyen d'accumuler pour plus tard, pour un projet, pour la retraite, effectivement. OK. Puis, là, oui. Non. Excuse-moi, je n'avais pas fini mon explication. Donc, oui, c'est ça. Dans les régimes enregistrés, donc, on avait donc aussi le troisième plus populaire depuis depuis l'année dernière, donc le CELIA. Donc, lui, c'est un compte épargne libre d'impôt, donc accès à la première propriété. Donc, lui, c'est un mélange d'un CELI puis d'un REER. Donc, tous les revenus à l'intérieur ne sont pas imposables. Si on dépose l'argent dedans, donc on cotise, ça permet de réduire son revenu imposable. La seule petite condition, c'est vraiment pour l'achat d'une première propriété. OK, d'accord. Donc, on vient se limiter à l'achat d'une première propriété. Puis lui aussi, il y a quand même vraiment un maximum qu'on peut mettre à l'intérieur. Puis c'est 8 000 $ par année à partir de ses 18 ans. Oh, OK, nice. Intéressant. Puis, tu avais d'autres... Oui, effectivement. Donc, ça, c'est vraiment... Là, on a mis en place comme les règles. Okay. Donc, les règles fiscaux. Donc, là, on a comme vraiment 3 groupes. Oui. Puis, dans ces 3 groupes-là, on vient retrouver pas mal les mêmes types de placements. D'accord. Donc, là-dedans, tu vas retrouver le compte épargne, donc régulier. Donc, on peut déposer, retirer en tout temps. Tu vas retrouver donc ce qu'on appelle des épargnes à terme ou certificats de dépôt. Donc, là, tu dis, OK, je bloque 1 000 $ pour X nombre d'années, puis à tel X pourcentage. Puis le troisième type, plus conventionnel, donc ça va être les placements en bourse, donc les fonds négociés en bourse. Donc, où là, tu vas comme acheter donc soit un portefeuille d'actions, d'obligations. Oui. Puis,
tu te laisses gérer, par exemple, par un conseiller là-dedans. Fonds négociés en bourse. Exact. FNB, c'est ça? C'est bien ça. J'attendais ce moment qu'on arrive à ça parce que j'essaie de voir qu'est-ce qui est plus avantageux entre les FNB et les crypto-monnaies? Est-ce que tu peux nous en parler en détail? Oui, effectivement, mais je te dirais, je t'expliquais un petit peu, donc un petit peu plus en détail, donc les FNB, puis un petit peu la crypto-monnaie. Donc, les fonds négociés en bourse, donc c'est vraiment un conseiller, donc en gestion de portefeuille, qui va comme faire, par exemple, qui va prendre comme 250 actions, 250 obligations, ça peut être vraiment, peu importe la composition, le nombre d'actions, c'est vraiment, lui, c'est un ensemble. Donc, c'est vraiment un clé en main que tu vas acheter, que tu vas comme investir. OK. Puis lui, il va voir ça selon le risque que tu es prêt à prendre. Donc, on va faire comme un profil d'investisseur. Donc, c'est un ensemble de questions pour savoir, OK, est-ce que Freddy, donc, si demain ça baisse de 10%, comment tu réagis? Est-ce que tu investis ça, par exemple, sur moins d'un an, 5 ans, 10 ans ou une durée indéterminée? Donc, c'est vraiment un ensemble de questions pour savoir, OK, est-ce que on va aller dans un portefeuille vraiment plus sécuritaire? Ou un 25% joueur, un 50%, un 75%, vraiment déterminer mais quel est le risque à prendre, avec quoi tu es à l'aise. OK. Donc, ça du côté FNB, donc c'est vraiment plus structuré. Donc, tu vas te baser vraiment sur des actions. Donc, vraiment, des actions, c'est vraiment des parts d'entreprise que tu viens d'acheter. Puis au niveau des obligations, donc ça va être donc comme si le gouvernement tu prêtais de l'argent au gouvernement, puis lui en échange, il te verse des intérêts. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus stable de la bourse. Donc, tu as l'action de lui qui est un petit peu plus joueur. Donc, c'est vraiment la variation entre les obligations et actions qui va faire le risque, la volatilité de ton portefeuille. OK, all right. Ça va? Je t'ai pas trop mêlé? Non, t'es pas trop perdu? Oui, ça va. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Hein. J'espère que vous... C'est bon, je pense que ça peut être deux choses, obligations et actions, donc, dans FNB. OK. Parfait. De l'autre côté, donc, on a la crypto, donc une monnaie numérique, donc qui permet, soit je te dirais comme solution de paiement, ou soit beaucoup le voient comme vraiment comme une solution de placement, de spéculation. Donc lui, il est vraiment beaucoup plus à risque. Donc je te dirais oui, ça peut être beaucoup plus profitable, mais est-ce que justement tu es prêt à prendre le risque? Oui, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup. Beaucoup de volatilité, donc. Exact. C'est vraiment beaucoup plus instable. Puis ça se base vraiment comme sur un ensemble de personnes. Donc, si moi je dis, OK, ça vaut 250, lui il dit, ça vaut 250, puis un tel, ça dit 500. Mais je te dirais, c'est vraiment l'offre et la demande. Mais ça se base sur rien parce qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'y a pas d'entreprise tangible avec un pivot sur le toit. Oui, il y a des projets. Donc, il y a des crypto-monnaies qui sont vraiment plus concrets, qui apportent vraiment une nouvelle technologie, des innovations. Donc, où là, justement, c'est plus du solide. Mais oui, on a aussi ce qu'on appelle des shitcoins. Donc, attends, répète, c'est quoi? Des shitcoins. Des shitcoins. Ouais. OK. Donc, c'est vraiment de la crypto-monnaie, donc créée pour spéculer qui base sur rien, puis juste essayer de vraiment profiter donc l'effet de la spéculation pour prendre du gros profit. OK, ben c'est pourquoi après il y a des vagues d'arrestations puis tout. Effectivement, donc c'est pas très légal parce que c'est comme ça un petit peu tu détournes des fonds. OK, je vois. Mais là tu as dit la crypto n'est pas très structurée. Est-ce que c'est en rapport avec décentralisé et centralisé? Oui, on peut dire ça aussi, vu qu'il n'y a pas comme d'organisme, il n'y a pas vraiment comme ça des réglementations derrière tout ça. C'est vraiment, la crypto-monnaie, c'est vraiment, ça se base vraiment comme sur tout le monde. Donc, je te dirais, si tout le monde veut plus, ben, ça fait juste, il y a plus de crypto, ben, il y a plus de valeur en tant que tel. C'est ça. Mais je te dirais, c'est quand même un point très important, la décentralisation. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un registre où tout le monde a accès. Donc oui, il n'y a pas de nom dans la crypto-monnaie, donc tu peux avoir un certain anonymat. Je te dirais, ben, ça se peut qu'on peut retracer Freddy parce qu'il y a la clé 0194, mais je te dirais, il n'y a pas de nom, tout le monde ne peut pas savoir, OK, ça appartient à Freddy. Donc ça, c'est vraiment, je te dirais, innovateur pour la confidentialité, mais aussi au niveau de l'audit. Donc, tout ce qui est vérification, ben, on sait que tout le monde a accès au même registre. Donc, on ne peut pas le compromettre ou rajouter des sous en plus dans la crypto-monnaie. Donc, les crypto-monnaies solides, pas les shitcoins. Pas les shitcoins. OK.
Donc, tout est structuré, mais Ouais. décentralisé. C'est ça plus ce Ok. que je voulais dire. Oui. Donc, dans le sens qu'on peut pas injecter, quelqu'un peut pas injecter de la monnaie en plus. C'est vraiment, tout le monde a un registre, tout le monde est conforme, tout le monde a la même chose. Ok. Intéressant. Puis, pour revenir un peu sur les autres trucs, là, on a décrit en gros les FNB. On retient que la crypto, il faut faire attention aux shitcoins. Effectivement. Puis, c'est la responsabilité de chacun parce que c'est beaucoup de spéculation et de volatilité. Effectivement, ça dépend vraiment avec quoi tu es à l'aise. Donc, Ok. oui, si tu me dis, OK, j'aimerais pas ça surveiller, tu me dis, OK, j'aimerais ça juste voir de temps en temps comment ça va mon portefeuille, c'est sûr que je te recommanderais des FNB. Puis, si t'es quelqu'un qui est déjà à l'aise à acheter ses propres actions, ses propres obligations, puis qui veut voir autre chose, vraiment quelque chose de différent, ben oui, ça peut être une bonne alternative, la crypto-monnaie, pour savoir comment ça se passe, comment faire là-dessus. Mais du coup, en tant que conseiller financier dans une institution financière, toi, tu peux pas conseiller sur les cryptos. Effectivement, je peux pas me positionner donc Non. sur ce sujet. Ok, parfait. J'allais plonger dans Ce le n'est pas un sujet. conseil d'investissement, Ce n'est donc pas un conseil oui, il y a des d'investissement. opportunités, mais il y a des risques, donc Ouais. on peut tout perdre, je dirais, en un claquement. On a un claque. Mais donc, c'est pas un conseil financier. Là, ma question, c'est ton top 5 de crypto actuellement. Est-ce que je suis obligé de répondre? Ok, t'es pas obligé de Non, répondre. mais je peux le répondre Oui. effectivement. Ben, je te dirais, moi, mon top 5, c'est Bitcoin, Ok, c'est Ethereum. ok, les grosses têtes. Je suis vraiment grosse tête, on va dire, c'est ça. Ok. Les grosses capitalisations un petit peu plus solides avec beaucoup plus de projets concrets. Oui. Donc, j'ai Solana, Ok, je viens d'acheter Solana. Ouais. j'ai Avalanche, Avalanche, ok. puis je te dirais cinquième projet, je te dirais ce serait dans l'IA. Ah, Donc, là, il y en a comme beaucoup ok. au niveau de l'IA, mais je te Oui. dirais, si je devrais juste mettre un grand thème sur le cinquième, ce serait vraiment sur l'intelligence artificielle. Ben, tu vois, justement, crypto, intelligence artificielle, c'est de ça dont on parle actuellement sur le journal du coin, tout ça. Il parle beaucoup d'intelligence artificielle liée à la crypto ou bien même à des actions. Oui. Est-ce que c'est fiable? L'intelligence artificielle? Ben, tout ce qui touche aux crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle ou bien aux actions qui touchent à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un investissement fiable, par exemple? Comme je te dis, ça va dépendre de ton risque. C'est vraiment des choix plus personnels. Ok. Je peux pas, comme je te dis, me prononcer, Non. mais ça dépend vraiment du risque que tu es prêt à prendre. All right, d'accord. Super. Ben, avant de passer à la personne que tu es, Oui, j'ai une dernière question. je t'écoute, Rudy. Non, j'ai deux dernières questions. Deux dernières questions pour vous. Deux pour le prix Pour d'un. vous. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant Ouais. comme investissement dans tout ce dont on a discuté actuellement? Un étudiant première année, par exemple. OK. Dans quoi il peut investir? On va aller vraiment comme plus classique. Ok. Puis je te dirais, on peut parler vraiment donc du CELI. Donc, c'est vraiment un compte épargne qui pourra comme retirer et déposer en tout temps. Donc, il pourrait comme investir comme 75% entre, je dirais ça, 3/4 ou 2/3 de son épargne dans ce compte-là. Puis aller vraiment avec le 1/4 ou l'autre 1/3 vraiment dans tout ce qui est vraiment fonds négociés en bourse. Donc, c'est sûr que c'est des placements plus traditionnels, mais beaucoup plus stables. Parce que des étudiants, ben justement, des fois, il y a des frais de session qui arrivent à tel automne, il y a des livres à acheter, donc il faut vraiment avoir, comme on dit ça avant, la flexibilité de le retirer un peu en tout temps. Puis pas attendre, dépendre d'un marché, justement, ou de la crypto-monnaie, ça peut plus varier. Puis ils ont besoin aussi d'être un peu sereins, donc, parce que la volatilité, ça apporte du stress. Exact. Ok, ben intéressant. Puis la deuxième question qui me reste à te poser, c'est quel livre, article ou ressources tu conseilles à n'importe qui? Par exemple, étudiant, travailleur, élève. Quels sont les livres vraiment que tu penses que tu peux conseiller? Je te dirais, un livre qui pourrait s'appliquer à tout le monde, c'est « En as-tu vraiment besoin ?»
de, de Maxwell, je te dirais. Oui. Donc, lui, je te dirais, il va comme expliquer donc, plusieurs sphères de la vie, plusieurs dépenses de la vie, Oui. qui va te permettre d'avoir une certaine réflexion pour, au final, te dire, est-ce que tu en as vraiment besoin? Donc, on parle autant des finances, l'automobile, propriétaire, locataire, des relations amoureuses, les cellulaires. Donc, oui. Puis même, il y a comme un livre aussi, donc la facture amoureuse. Donc, je vous invite à le lire. C'est drôle parce que ce livre-là, un de mes amis, Brice, m'en a parlé, La facture amoureuse. Puis il me dit, avant de te marier, avant d'avoir des enfants, il faut que tu fasses ton budget, là. Que tu vois combien ça va te coûter. Donc, OK. Effectivement, Donc, tout se planifie en finance. oui. Mais est-ce que c'est pas trop se mettre de pression? Tout ça, facture amoureuse, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce qu'on pouvait pas juste vivre, juste Mais enjoy? vivre à quel coût? Oui, Bon, on peut profiter de l'instant présent, ouais, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ça, il faut le prévoir aussi. c'est ça. Donc, on parlait justement aussi un petit peu plus tôt d'assurance. Ben, Oui. les assurances, ça permet justement de se couvrir d'un imprévu, d'une maladie ou autre chose, donc dans le futur. OK, ben, super, ça, c'est super. Très important comme conseil que tu nous donnes là. Donc, je pense qu'on va prendre une petite pause, respirer un peu. Aucun problème.